J'avais envie de dire à tout le monde, venez, on peut courir même en Tunisie. Il y a Tatiana qui est également passée voilà, ici, qui a aussi dit comment tu l'as à la fois en fait inspiré, guidé également en fait, tu vois, sur ces pas-là. J'ai vu quand tu as envoyé en fait, quand tu as publié ça publiquement en fait sur Facebook, les réactions étaient en fait beaucoup de réactions à la fois de compassion et de soutien. C'est très intimidant à la fois pour l'entourage parce qu'on ne sait pas comment soutenir et même en fait pour les personnes et surtout ici dans une société dans laquelle il y a un stigma qui est posé sur en fait que sur la femme, en fait, il faut être très clair par rapport en fait. ABG, new episode. Ok. Salut, salut Aïfa, comment tu vas? Salut Ariel. Ça va? Très bien, et toi? Ah, super, super. En tout cas, c'est un plaisir de, on va dire, officiellement pour les caméras, c'est la première fois, mais là, c'est une deuxième fois en fait qu'on a, si tu as cette rencontre-là. Et, Exactement, oui. voilà, du coup, Merci. ce qui va être intéressant pour moi, c'est de pouvoir creuser un peu plus en fait en profondeur. Donc, déjà, est-ce que tu peux te présenter aux internautes? Je suis enseignante à la fac. J'enseigne les sciences de gestion, plus spécialement le marketing, la communication, beaucoup de matières centrées sur la CSR, Corporate Social Responsibility. Voilà, c'est ce que je fais depuis, je pense, depuis 2005, 2006. Donc avec des matières différentes. Et je travaille aussi un peu avec mon frère Ataj Lapti, donc Oui, Akram Bousselma qu'on a Akram reçu Boussa, ici, voilà. exactement. Parce que lors du cinquième épisode, il me semble. Ouais, Ou quatrième. je l'aide un peu depuis février dernier sur le volet communication, mais aussi recrutement. Voilà, un peu de copywriting parce que j'aime bien écrire. Et sinon, j'avais un blog sur la course à pied. Voilà, dans lequel j'écrivais mes récits de course, mes entraînements. Je parlais un peu de tout ça pour la communauté. Et à la base, j'avais créé le blog pour rassembler la communauté de course à pied. D'accord. Voilà. Ok. C'est vrai que tu es, pour ne pas dire une pionnière, parce que je fais toujours très attention en fait à mes mots, pour ne pas dire en fait une pionnière, mais tu es quelqu'un en fait qui a été une pierre angulaire de la mouvance en fait de running en Tunisie. Alors qu'est-ce que tu peux nous Euh, dire par rapport à ça? En fait, l'idée, c'était de démocratiser, on va dire, Voilà, ça, la course à tu as aidé pied. à démocratiser. Voilà, exactement. Parce que j'ai rencontré quelques personnes quand j'ai commencé à courir, et ces personnes m'ont fait rencontrer d'autres personnes, mais qui n'avaient pas forcément la même tranche d'âge. Et j'avais envie de dire à tout le monde, venez. On peut courir même en Tunisie. Ok, c'est pas le sport national, mais il y a des compétitions, on peut faire des groupes, etc. Et ne soyez pas timide dans votre coin, venez, moi je cours. Donc si vous aimez, vous pouvez venir aussi. Et voilà, la mayonnaise a pris, on a... euh, Et c'est en euh, quelle période à peu près? j'ai commencé à courir seule en 2008-2009, je pense. Et après, petit à petit, j'ai rencontré des gens. J'ai fait ma première compétition en 2012, un semi-marathon, donc 21 kilomètres. Et le blog a été lancé, je pense, en 2016. Mais voilà, après, à partir du blog, il y a eu beaucoup, beaucoup d'engouement. Franchement, j'étais même surprise. Et après, j'avais, avec des amis, lancé le premier club de running en Tunisie. Et voilà, c'était une association qui existe encore d'ailleurs. Il y a eu beaucoup d'associations dans les régions. Les gens, en fait, ils ont été inspirés et encouragés. Voilà. Oui, énormément. Je sais il y a Tatiana qui est également passée voilà, ici, qui a aussi dit comment tu l'as à la fois en fait inspiré, guidé également en fait, tu vois, sur ces pas-là. Et c'est vrai que maintenant, c'est beaucoup plus spontané en fait. Je vois des gens qui ont du plaisir à sortir et voilà, et courir et autres. Et toi, quand tu prends la distance et que tu regardes ça et que tu sais que tu fais partie des personnes qui ont impulsé, qu'est-ce que tu ressens en fait? Euh, Beaucoup on va dire, beaucoup d'émotions. Je vais pas dire, je suis contente d'avoir fait ce que j'ai fait, d'avoir osé, parce que je leur ai dit, voilà, moi, je suis une maman. J'ai jamais été sportive. Je prenais même des dispenses pour mes cours de sport au lycée.
Et aujourd'hui, je fais ça et j'ai appris petit à petit et on n'a pas besoin de performer en fait. C'est ça, parce que le sport, il est un peu élitiste quand on le Oui, voit à la télé. absolument. Et réellement, en Tunisie, on n'a pas des clubs ou des associations. C'est plus quand tu es enfant, tu vas faire de la gym. Et encore là, il y a des clubs de foot, de danse. Mais avant, il n'y avait rien du tout. On Oui. pouvait rien faire. Donc, donc voilà, et en plus, ça nous permettait les week-ends de sortir un peu de Tunis, d'aller ailleurs, de se sentir en sécurité aussi, parce qu'on était en groupe. Donc voilà, il y avait très peu de femmes aussi, et maintenant il y a beaucoup de femmes qui courent. Donc je suis très contente et voilà d'avoir participé à faire de ce sport quelque chose de plus accessible, on va dire, en Tunisie. D'accord. Et on va dire, qu'est-ce qui t'a impulsé? Alors, qu'est-ce qui m'a impulsée? Les gens que j'ai rencontrés, et il y a des personnes qui ont été très inspirantes pour moi. Euh, et aussi, parce que à l'époque, en fait, pour le blog, qu'est-ce qui m'a impulsée? Je voyais beaucoup de blogs des blogs de beauté. Mhm. Voilà. Donc, je me suis dit, moi, je fais quelque chose qui est quand même avec tous mes respects pour tout le monde, mais ça reste un sport, c'est beaucoup plus noble que l'esthétique ou la beauté. C'est la beauté du corps, c'est la beauté aussi du mental, parce que tu réfléchis, tu es concentré, tu fais quelque chose. Pourquoi ne pas faire ça? L'idée n'était pas de former un club ou voilà, mais c'était vraiment de dire allez, venez. C'était une invitation, en fait. Voilà. En fait, quand je voyais les gens, quand je voyageais et que je voyais les gens courir, j'avais envie que les gens en Tunisie fassent ça aussi. Donc voilà, j'avais envie de partager ma passion. D'accord. Ok. Et alors, vu que pour toi, c'est devenu un chemin de vie, on va dire, quelles sont peut-être les peut-être 5 grandes leçons que tu as tirées de ça? 5 grandes leçons que j'ai tirées de ça. Alors, l'humilité, parce que on dit jamais je maîtrise cette distance ou je maîtrise. Le respect de son corps aussi, parce que si tu lui demandes de faire 42 km ou 21 km, de courir pendant 3 à 4 heures, moi j'ai fait des 100 km, donc voilà, enfin, j'ai couru en montagne pendant 22 heures, 23 heures, même D'accord. plus. J'avais des semaines d'entraînement très très chargées. Si tu lui demandes autant, il faut le respecter. Il faut lui donner le repos, les nutriments dont il a besoin. Les leçons, c'est que faut pas garder ça pour soi. Mais il faut partager son... Parce que moi, j'ai acquis beaucoup de connaissances. Parce que je suis une assez bonne élève. Donc, je lisais beaucoup et je voulais apprendre. Et voilà. Donc, le blog m'a permis de partager tout ça. Donc, et voir les gens lire et me poser des questions. Ah, Et c'est voilà. fascinant, ouais. C'est ma mission un peu d'enseignante parce que j'aime partager mon savoir. Mhm. Donc, le partage. Donc on est à combien? 3, 4. 3. La quatrième leçon, c'est euh, l'amour pour la nature aussi. C'est pas une leçon, mais voilà, après le bitume, j'ai pris goût au trail, donc la course en montagne, et ça me permet de vraiment avoir des moments uniques, de m'exclamer devant chaque arbre, chaque sentier. Et puis, peut-être aussi des connexions Mhm. avec certaines personnes qui ont, comme toi, tu as le podcast Ariel Betty Journey. Moi, c'est, voilà, à travers toutes ces années, pendant toutes ces années, j'ai rencontré des personnes, grâce à la course à pied, qui ont été vraiment des sources d'inspiration dans ma vie et dans mon parcours et qui m'ont permis d'apprendre sur moi et voilà, d'aller chercher d'autres choses. Peut-être que j'aurais jamais eu l'idée d'aller les chercher. D'accord, ok. Et du coup, en fait, parmi les anecdotes, je suis certain que tu as plusieurs anecdotes. Euh, Est-ce que tu as des anecdotes de moments où tu t'es mis à halluciner, en fait, pendant en pleine course?
Ah oui, D'accord. Moi, il je y sais que a- ça m'est arrivé personnellement 2 fois. C'est-à-dire être tellement à fond que tu commences à voir comme des animaux qui commencent à courir exactement, oui. En dans la fait, forêt. avant les hallucinations, déjà, à force de faire parfois le même parcours, Mhm. tu commences à regarder les arbres et à te poser la question, pourquoi il est comme ça aujourd'hui? Est-ce que, voilà, Des réflexions en pleine voilà, course. exactement. Est-ce que les arbres communiquent entre eux? Mais sinon, quand je fais beaucoup d'heures Mhm. d'entraînement, oui, les hallucinations, c'est est-ce que je suis en train de courir voilà, je suis en haut, je suis en bas, surtout en montagne, en fait. À Mhm. un moment, tu as l'impression qu'il y a un arbre qui se penche ou un animal qui passe à côté de toi ou tu ne sais plus quel jour tu es, en fait. Mhm. Donc, voilà, mais après, bon, je pense que je reste assez lucide relativement à d'autres personnes. Oui. Ouais, voilà. D'accord. Et quelle est la différence au niveau des pistes? C'est-à-dire, c'est quoi la différence que toi tu as expérimenté entre courir en montagne, courir en ville, courir en fait dans le désert? Euh, Bon, j'ai jamais couru dans le désert. d'accord. Ça m'attire pas plus que ça parce que D'accord. j'aime bien la variété. Oui. Euh, la course à pied sur route, elle est intéressante. Franchement, Mhm. ça m'a appris beaucoup de choses. Euh, Après, au bout d'un moment, on se lasse parce que il n'y a pas de découverte, il y a pas de nouveauté en fait. Mhm. Mais ça m'a permis aussi de voyager, parce que j'ai fait des marathons à l'international, donc de découvrir d'autres villes en courant, c'est intéressant, comme les gens ils voyagent pour voir des musées, ou moi je voyage pour faire un marathon et je découvre la ville en courant. Mhm. Mais courir en montagne, on rentre dans une introspection, parce qu'on a le temps, Euh, on pousse l'effort, on découvre les limites de soi-même. Et après, physiquement et Oui, c'est physiologiquement, épuisant, j'imagine. les appuis sont différents. On a le temps de se poser, on discute avec des gens, donc c'est pas du tout la même pratique en fait. Mhm. L'autre, on est vraiment axé performance, faire 2 minutes de mieux ou 3 minutes ou 5 minutes, quelle allure, etc. Alors qu'en trail, et c'est ce qui m'a attiré en fait, c'est plus la convivialité et la découverte des gens, des locaux, quand on fait des petits trails, des habitudes parfois culinaires de la région, que ce soit en Tunisie ou ailleurs. D'accord. Alors, psychologiquement, ou peut-être de façon morphologique, est-ce que tu peux reconnaître spontanément un coureur? C'est-à-dire quand tu vas dans une soirée ou quand tu vas, je sais pas, dans un grand magasin, est-ce que je dis, lui c'est un coureur, lui c'est pas... Non, Hmm. franchement non, parce que on n'a pas tous la même physionomie, mais par contre, les gens qui viennent de découvrir ou qui sont accros, tu les reconnais, parce qu'ils D'accord. parlent que de ça, en fait. Et ils essaient voilà, de partager leur passion, parce que c'est une sorte de drogue, en fait, la course à Mhm. pied ou le trail running, parce que tout tourne autour de ça. Tu finis par abandonner tes vieux amis, Oui, ça c'est le soir, tu as envie de dormir parce que demain, tu vas te lever oui, ça c'est une tôt. particularité. Voilà, exactement. Tu deviens antisocial, mais tu vis dans une autre société, dans une dimension parallèle, où la priorité, c'est la course à pied, c'est la compétition que tu vas faire. C'est de l'addiction, on appelle ça de la bigorexie. Après, je sais pas, c'est peut-être mieux qu'une autre addiction, on va dire. Exactement. Comme on dit, il faut choisir ses addictions dans la vie, en fait. Ouais. Exactement. Et alors, déjà ton expérience, parce que tu as dit tu es maman, en fait, comment est-ce que tu fais passer cette expérience-là? Déjà, est-ce que tu as réussi à faire passer cette expérience-là, cette passion-là aux enfants? Si oui, comment? Sinon, pourquoi? Euh, Et quelle est ta posture par rapport à ça ou les conseils que tu pourrais donner à des personnes qui sont un peu en train de se poser cette question-là? je pense qu'il faut laisser le choix à l'enfant. Ma fille est fan de danse, elle aime danser, elle prend des cours de danse. La course à pied ne l'attire pas plus que ça. Ce que j'essaie de partager avec elle, c'est la passion, en fait. C'est aimer ce qu'on fait, c'est le faire et le faire
pas à 100%, mais que ça fasse partie de nous, quoi. Donc, j'essaie de transmettre la passion et l'amour de ce qu'on fait, que ce soit par rapport à mon métier ou par rapport au sport que je pratique. C'est plus ce que j'essaie de transmettre. Et franchement, euh, on va dire que j'ai essayé de la convaincre de faire de la natation parce que c'est ce que j'aurais aimé faire quand j'étais plus jeune. Mais elle n'a pas accroché, j'ai laissé tomber, quoi. Je veux pas la convaincre plus que ça, c'est son Ouais. choix, voilà. Et alors, est-ce que, je pense que tu as des amis, là maintenant c'est peut-être une question statistique, tu as des amis qui ont sûrement en fait des enfants, est-ce que tu remarques, quelle est l'attitude que tu remarques? Est-ce que les personnes qui courent ont tendance à pouvoir attirer leurs enfants ou est-ce que, bon voilà, c'est statistiquement par rapport à ton expérience, c'est plutôt le contraire? Franchement, j'ai pas remarqué. D'accord, Et je pense que, par exemple, en Tunisie, il n'y a pas de club de running pour les enfants. c'est J'ai ça. pensé en faire, même, tu sais, il y a l'école de trail en France, même quelque chose comme ça pour initier un Mhm. peu. Mais je pense que c'est pas un sport qui est, pour le moment, en tout cas, tu trouves, euh, que les enfants font. Pour D'accord. plus du foot pour les garçons, de la danse pour les filles, mais du running, c'est pas encore ancré en nous, c'est pas dans notre culture, je pense. C'est ça, d'accord. Et je pense que sûrement la perception a dû changer en fait aujourd'hui par rapport à une femme qui court. C'est parce que j'imagine déjà la première chose qu'une femme se dit, en fait, quand tu as quelqu'un qui se dit, écoute, bon, moi je vais commencer en fait à courir, euh, surtout si c'est en famille, en fait, si elle annonce devant la famille, il n'y a pas forcément l'assentiment favorable. Non. Premièrement, parce que c'est une fille. Après, il faut voir déjà quel est le parcours. Et il faut voir à quelle heure, en fait. Au-delà de ça, je pense que quand je suis arrivée, déjà, j'ai pas décidé de commencer à courir. Ça s'est pas fait comme ça parce D'accord. que, en fait, moi, je courais en salle et à un moment, la salle, elle a eu des problèmes, elle a fermé. Donc, je me suis dit, je vais aller courir Alors, juste, pour moi, c'est un peu nouveau, ça. Ah, quand tu dis courir en salle, qu'est-ce que tu veux sur le dire? tapis. Ah, d'accord, d'accord, ok, d'accord. Je me suis dit, Non, est-ce qu'il y a des non, centres... sur un Je me suis dit, tapis, est-ce qu'il y a des centres voilà, enfermés? sur un tapis. D'accord, Donc, je faisais du vélo ou du stepper et je courais, mais j'aimais bien. Mais d'accord. ça dépassait jamais les 20-30 minutes en salle, quoi. Hmm, Après, je faisais autre chose. Donc, quand la salle a fermé, je suis partie courir. Le jour même, d'ailleurs, je suis partie à la salle, elle était fermée, donc je suis partie au parcours. Le Manza, à l'époque, je le connaissais parce que ma mère y allait faire de la la marche, marche. voilà, exactement. Donc, j'ai commencé à courir à l'intérieur du parcours, 3 fois par semaine. Je faisais après des exercices, donc j'ai commencé à faire 30 minutes. Ça faisait 5 tours, je pense. Mhm. Après, j'ai fait 6 tours, après 7 tours, après 8 Ouais, tours. là, c'est la Et meilleure façon après, de progresser, en voilà. fait. Et j'ai pris mon temps réellement, pas comme les gens qui commencent dès le début, ils veulent faire un semi-marathon ou un marathon. Et donc, j'ai mis 2 ou 3 ans à courir 10 kilomètres 3 fois par jour. Et puis, c'est tout. Et même quand la salle a réouvert, j'avais plus envie de rentrer en seule salle. J'aimais bien être en plein air, Ah, quand tu quoi. dis 10 km 3 fois par jour, qu'est-ce que tu veux dire? 3 fois par semaine. Ah d'accord, j'ai peur. Non, Je me suis dit, je pensais que je courais intensément jusqu'à... non, non, 3 fois par semaine. D'accord. Donc après, quand j'ai commencé à rencontrer des personnes, j'ai rencontré justement une dame, euh, une de mes sources d'inspiration. Elle a dit, venez, il y a un semi-marathon qui va être fait à la Marsa, les foulées du Mégara à l'époque, Oui, en 2012. Donc, de 2009 à 2012, j'étais juste dans le parcours. Je suis jamais sortie. d'accord. Donc, j'ai pris mon temps, vraiment, mon corps a eu le temps De s'adapter, c'est d'assimiler ça. les kilomètres que je faisais. Et donc, pour essayer un peu, on est parti 2 semaines avant, je pense, faire un parcours plus lent Mhm. en banlieue avec le groupe qu'elle nous avait présenté. Et D'accord. donc, par la suite, j'avais fait mon premier semi-marathon. Donc, et c'était, il y avait elle et il y avait une autre femme dans le groupe. Par la suite, bon, j'ai fait un autre semi-marathon. Après, j'ai eu ma fille, j'ai arrêté pendant quelques mois. Et quand j'ai repris, il n'y avait toujours pas de femme. Et Ah donc, d'accord. en 2014,
je décide de faire mon premier marathon, c'était le marathon de Paris, et les hommes dans le groupe me regardaient bizarrement en me disant, mais t'es une femme, pourquoi tu vas faire un marathon? D'accord, à ce point-là. Et déjà, si on regarde aujourd'hui les statistiques sur les marathons, le nombre de femmes est, enfin, le pourcentage de femmes, même à l'international, il Négligeable. est inférieur au pourcentage d'hommes qui courent par faute de temps, parce qu'elles ont d'autres obligations, parce que Tel intérêt aussi. oui, je pense, mais c'est surtout parce que tu as une charge d'entraînement pour préparer un marathon Mhm. qui est quand même importante, qui demande un certain investissement. Donc, c'est peut-être ça. Donc, moi, j'ai pas été du tout encouragée, même par les gens qui couraient à l'époque. D'accord. Maintenant, non. Mais il y a beaucoup de femmes. Et quand j'avais fait le marathon de Comar en 2000, fin 2015 ou 2016, je me rappelle plus, c'était le seul marathon en Tunisie qui existe depuis maintenant plus de 30 ans, hein. On était, je pense, 50 sur la ligne de départ. Il devait y avoir, je sais pas, peut-être 5 femmes, D'accord, waouh. dont 2 ou 3 pros. Oui, mais j'imagine, si elles sont cinq, il faut vraiment qu'elles aient franchi pas mal de barrières. Voilà, donc oui, c'était un peu intimidant, on Mm. va dire. Mais après, mes parents, je pense qu'ils sont assez ouverts. Ils n'ont jamais vu de problème par rapport à ça. Ils sont ouverts sur les autres cultures. Mais ça reste quand même une activité pas classique. Une femme, elle va faire de l'aérobic à l'époque ou des cours de step ou à la limite de la danse orientale, mais courir, Mhm. pas vraiment un sport pour femmes, quoi. D'accord. Et je vois en fait que ce soit ton frère ou toi, vous êtes des personnes qui sont assez en fait à la fois extraverties, ouvertes également en fait sur d'autres cultures, qui avaient en fait, quand je pense, le verbe qui me vient en fait spontanément, c'est oser. Vous êtes des personnes qui osent en fait. Donc, quelle est l'influence que vos parents ont joué en fait dans cette impulsion? Je pense un rôle important pour répondre à la question dans la Mhm, mesure où déjà eux ils sont différents. Enfin, même mes amis quand ils venaient, quand j'étais jeune et quand mes amis venaient chez moi, ils nous disaient vous êtes, on dirait que vous vivez pas en Tunisie. d'accord, Donc vous vivez un peu à l'européenne, comme on d'accord, disait. Donc c'est ce qui nous a permis de rester toujours ouverts sur les autres, de pas être, voilà, les autres font comme ça, donc je dois faire comme ça. d'accord, la Donc conformité. voilà, exactement, de vraiment chercher ce qu'on aime et d'aller vers ça pour, voilà, pour trouver des réponses finalement, parce que eux, ils n'ont pas eu un parcours, voilà, comme d'autres personnes de leur génération auraient pu en avoir. Alors, Donc c'est quoi leur profession? ma mère est vétérinaire, D'accord, enfin était puisqu'elle est retraitée. Mais et mon père, il a une maîtrise en mathématiques, mais bon, il n'a pas travaillé. Il a plus travaillé dans l'informatique au début, après mhm, d'autres choses. Mais c'est surtout, c'est des gens très cultivés. Ils lisent beaucoup. Donc nous aussi, on a appris à beaucoup lire et qui nous ont toujours laissé faire nos propres choix. d'accord. Voilà, nous soutenir, nous orienter, nous guider, mais vraiment nous laisser faire nos propres choix et nos propres erreurs, forcément. Ah, en tout cas, c'est intéressant, hein. Alors, pour terminer avec la partie course et autres, euh, tu es passé en fait cette année, il me semble, que c'était cette année en fait par un épisode, on pourrait dire en fait sombre, Oui, en voilà, février, oui, c'est exactement, ça, ouais. et voilà, et challengeant. Et on en avait déjà un peu en fait en parlé, tu vois, un peu voilà la dernière fois. Exactement. Et est-ce que tu es disposé en fait à en parler? De quoi est-ce que tu as un peu tes questions et comment est-ce que Oui, tu l'as oui, vécu aujourd'hui? Voilà, oui, oui. d'accord. Et Euh, voilà. Est-ce que Et tu veux, c'est-à-dire qu'il y a des questions particulières ou tu voudrais voilà que je ça. partage un peu Oui, voilà, je pourrais partager. En fait, déjà, on va commencer par la fin. C'est, tu as quand même fait quelque chose en fait, tu as quand même fait quelque chose qui était extrêmement, en fait, admiratif. Signifie, en fait, que tu es passé, en fait, devant les caméras. Enfin, quand je dis devant les caméras, c'est juste que tu as livré, en fait, ton témoignage. exactement, oui. Voilà. Et je sais que les personnes qui passent par ce type d'expérience-là,
C'est très intimidant à la fois pour l'entourage parce qu'on ne sait pas comment soutenir et même en fait pour les personnes et surtout ici dans une société dans laquelle il y a un stigma qui est posé sur en fait que sur la femme en fait il faut être très clair par rapport en fait à ça. Euh, à la fois comment tu l'as vécu et qu'est-ce qui t'a en fait amené et poussé à tu vois, un peu à venir vers l'avant en fait. Alors, Et peut-être ce qu'il faut ajouter, à la surprise de beaucoup de personnes, c'est que tu as eu beaucoup de soutien en fait. Comme pour dire que c'est pas. Enfin, quand je soutiens, ben, j'ai vu quand tu as envoyé en fait, quand tu as publié ça publiquement en fait sur Facebook, les réactions étaient en fait beaucoup de réactions à la fois de compassion et de soutien. oui, c'est vrai. C'est vrai que après, la psy que je suis allée voir, elle m'a dit que c'était une étape importante, c'est une sorte de coming out. C'est ça, exactement. C'était ce que j'avais Ex- en tête en fait. Exactement. Après, je pense que je ne sais pas si je l'aurais fait devant la caméra, Mhm. mais ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui m'ont critiqué. Ah, Pourquoi tu en d'accord. parles publiquement D'accord. et voilà, pourquoi s'exposer comme ça D'accord. et voilà, donc Ah, c'est tout le intéressant monde, ça. voilà, même elle ou il m'ont soutenu, il y a eu des critiques. Derrière. Ah, Voilà, d'accord. C'est exactement. très intéressant. Je te ferai un écho par rapport à ça, mais c'est très intéressant. Mais je pense que ça les gêne eux. Exactement. Mais C'est bon, que je pense je également. vais pas C'est que rentrer dans leur psychologie, c'est Exactement. pas ce qui m'intéresse. Je pense que je l'ai fait parce que je suis arrivée un jour sur le blog pour dire, allez, sortez courir. Et j'ai partagé plein de choses, mes médailles, mes coups de blues peut-être, mes victoires, mes préoccupations et l'agression que j'ai eue, c'est quelque chose qui fait partie de mon parcours de runneuse ou de traileuse et de femmes dans ce pays où on se croit en sécurité, mais je reste quand même persuadée que ça aurait été arrivé aux États-Unis, je ne serais pas rentrée à la maison. Mhm. Ça reste quand même limité Relativement, à c'est ça. l'échelle tunisienne, C'est quoi, ça. exactement. Mais je trouve qu'on n'en parle pas assez et que ce que j'ai eu est assez grave, mais il y a tous les jours des agressions, même verbales, pour les femmes qui sont dans la rue pour diverses raisons. La personne qui m'a agressée, elle a agressé Pas 10 mal de ou femmes, c'est 12 ça, hein. femmes ou même plus. Elles n'étaient pas toutes en train de courir. Il y en a qui faisaient leurs courses, il y en a qui étaient chez elles, il y en a voilà, qui montaient dans leur voiture. Donc, Et en plus, c'était en pleine journée. C'est ça exactement, il était qui- midi ou une c'est heure ça, imagine-toi. de l'après-midi. Donc, c'est une personne qui est malade. Après, je me dis, ça fait partie du jeu. À force, enfin, on parle toujours de la joggeuse agressée. Vu le nombre de fois que je cours, à la limite, c'est La une loi de la question, probabilité, voilà, voilà, la loi de la probabilité, ouais, je comprends. C'est exactement. ça. Donc, j'en ai parlé justement parce que j'aime pas rester dans voilà, ce qu'on La voit sur un... victimisation, en Non, non, fait. pas ça, mais ce qu'on voit sur Instagram, c'est le côté sympa, Oui. que ce soit de la course à pied ou d'autres pratiques, c'est Mhm. toujours le côté sympa. Ou sur Facebook, ou peu importe, C'est sur les ça. réseaux sociaux, on a l'impression qu'il n'y a que des choses bien qui arrivent. Je voulais dire, voilà, il y a des choses pas bien qui arrivent. Et j'en parle parce que j'ai besoin d'en parler déjà. J'ai Mhm. besoin que, voilà, que ça se sache. Et pour moi aussi, peut-être banalisé. Enfin, je Mhm. sais pas si c'est banalisé, mais après, avec le recul, je me dis que j'ai un peu trop banalisé. Donc, donc Comment ça un peu trop banalisé? Qu'est-ce que tu veux dire par là? je me suis dit, Tu es passé trop vite dessus? ouais, un peu. D'accord. Et je me suis dit, voilà, c'est un accident, ça arrive. Et je saurais pourquoi c'est arrivé. Ça m'est arrivé à cette période-là de ma vie où je me sentais vraiment bien, où je me sentais vraiment progresser, pas en course à pied, mais sur un point de vue psychique et mental. Et ça m'a complètement secouée. Et voilà, tu te dis, j'ai une leçon à apprendre. C'est quoi la leçon? Parce que Mhm. ça reste quand même quelque chose d'injuste, Mais ça. quelque chose, enfin, criminel. Je ne sais pas si c'est le mot, mais Mhm. Non, mais c'est, c'est criminel, c'est ouais, ça. voilà. Euh,
donc voilà, la Ouais. leçon, on va voir après si je pars un peu dans des trucs hautement psychologiques, je vais dire que je suis là pour une mission de vie et que ça m'est arrivé pour pouvoir justement aller chercher ça et peut-être résoudre quelque chose qui est arrivé à mes ancêtres. D'accord. Bon, après, je te prête un peu la vision que je partageais avec Tatiana pendant l'émission. Ça, c'est une chose que moi, j'ai apprise, en fait. Parce que je pense que la problématique, c'est que on est souvent dans une culture, et là, je parle pas uniquement en fait, de la culture maghrébine, je parle de la culture humaine, entre guillemets, où on a toujours tendance à chercher le pourquoi est-ce que ça s'est arrivé. Il y a un côté qui est intéressant, qui est positif derrière tout ça, mais il y a un côté où je pense que ça devient souvent un peu maladif parce que ça crée un réflexe de culpabilisation. On est toujours en train de demander, moi par exemple, tu vois, un peu quand j'ai eu, je me souviens quand j'ai eu, euh, tu vois, un peu mon cancer, tu vois, quand j'ai eu le cancer, ce qui était très intéressant, c'était que tu as certaines personnes qui, à demi-mot, venaient un peu à côté de moi, me disaient, écoute, Ariel, tu dois comprendre pourquoi est-ce que, bon, voilà, c'est arrivé. Naturellement, c'est une démarche que j'avais déjà faite, tu vois, un peu, voilà, personnellement. Mais ce qui est intéressant, c'est que il y a des personnes qui avaient des réponses toutes faites qui voulait en fait me suggérer soit parce que c'est un mauvais karma, soit parce que c'est parce que je m'ouvre trop aux autres et il fallait que je me protège, soit c'est parce que je suis un peu trop disponible, tu vois, un peu voilà aux personnes et autres. Et c'est là où je comprenais, en fait, ces personnes-là cherchent à me vendre leur peur et leur propre culpabilité en fait, parce elles peuvent pas interpréter ça autrement que comme une punition et surtout comme une fatalité. Et du coup, de cette expérience-là, j'ai compris en fait une chose, c'est que parfois, quand la vie fait tomber une personne dans un fossé, c'est pas toujours parce que cette personne a quelque chose à apprendre. Parfois, c'est parce qu'elle a quelqu'un à faire remonter. Et ça, j'en suis absolument en fait convaincu. Et l'expérience que j'ai jusqu'aujourd'hui en fait me montre ça, parce que le nombre de personnes qui, parce que j'ai osé entre guillemets fait comme tu dis, fait mon coming out. C'est-à-dire révéler le fait que j'avais un cancer et que je passais en fait, tu vois, un peu voilà, par ça pendant les 2 années en fait où, tu vois, un peu, où je l'ai porté profondément. Euh, Ça a permis à d'autres personnes, d'où certaines personnes, ou se fait diagnostiquer, ou elles-mêmes, en fait, demander de l'aide, c'est ce qui était sûrement très important, ou le vivre de façon différente, en fait, parce que elles ont réalisé que, en fait, on peut le vivre autrement qu'une fatalité, autrement que comme un malheur, un drame ou une malédiction, en fait. Donc, je pense que c'était très intéressant. Mais surtout, pour connecter à ce que tu as dit, en fait, tout à l'heure, c'est parce qu'on ne parle presque jamais des fameuses personnes, parce que effectivement, il y a des personnes qui te supportent devant, qui te soutiennent dans les commentaires et autres, sont surtout celles qui vicieusement t'appellent. Bon, après, ça vient souvent d'une bonne intention de leur part, ou du moins elles pensent. Moi, je vois différemment. Qui t'appellent et qui te disent, par moi, ça a été le cas quand, après l'opération, j'ai fait un live le jour de mon anniversaire pour pouvoir en fait parler clairement, vu que pendant les 2 ans où je suis passé par cette expérience du cancer, personne ne le savait, à part peut-être 5 personnes dans le monde. Et du coup, comme c'était public avec mon opération et autres, là, j'ai décidé de clairement, en fait, parler de mon expérience, comment ça s'est passé et qu'est-ce que j'ai vécu, en fait, réellement. C'est là où il y a des gens qui découvraient. Et là, j'ai des gens qui m'ont appelé, qui m'ont dit, écoute, Ariel, est-ce que ça va et tout. Je dis oui. Et là, ils me disent, euh, oui, mais écoute, mais pourquoi est-ce que tu as parlé de ça publiquement? Je t'ai trouvé faible. Il fallait pas en fait que tu fasses ça. Ça, ce n'est pas toi. Je me suis dit, mais qu'est-ce qui lui arrive? Mais ça, c'est pas Ariel. Il n'a pas besoin d'en parler comme ça devant les caméras de dire et tout. Et c'est sûr que tu as dû te sentir mal. Et moi, je me rendais et je me dis, mais en fait, non. Elle comprend absolument pas de quoi est-ce que, non seulement de quoi je parlais, d'où est-ce que ça venait, ce que j'ai ressenti. C'est qu'elle disait n'avait absolument rien à voir avec ce que j'étais en train de vivre, en fait, sur le moment. Et au contraire, ça m'a permis de connecter. J'avais de la profondeur, en fait, quand j'étais en train de le faire. Et ce que je voyais, c'était que les personnes qui m'appelaient, en fait, à ce moment-là, c'était 5 personnes en particulier, cherchait à me vendre une culpabilité que je n'avais pas.
Et je me disais, non, pourquoi? Parce que c'était des personnes qui étaient dans un rapport de culpabilité avec la vulnérabilité, qu'elles pensaient être de la faiblesse. Également avec l'intimité qu'elles pensaient être de l'exhibitionnisme. Oui, Et c'est ça. c'est ça surtout en fait, Mmh. voilà. Parce que je pense que, et effectivement, surtout à l'ère des réseaux sociaux, il y a une ligne, il y a une fine ligne entre l'exhibitionnisme et l'intimité en fait, Exactement. que beaucoup de personnes ne comprennent pas. Oui, mais c'est après, il y a des sujets comme mon agression, comme ta maladie, c'est des sujets qui concernent tout le monde. Je C'est vais ça, pas parler exactement. de mon mari ou de quelque C'est chose qui ça, ne concerne pas. C'est pas ma vie c'est privée, c'est ça. quelque chose, c'est un sujet d'actualité, c'est un sujet qui doit concerner tout le monde. Donc après, j'ai remarqué dans mon entourage des gens qui étaient gênés de venir me voir ou de C'est me dire, ça, c'est justement les gens les plus proches, notamment de la communauté des ranneurs, qui ne sont pas venus me voir c'est ça, et qui maintenant, quand je passe devant eux, j'ai l'impression, peut-être à tort, qu'ils me voient comme une victime c'est ça. et qu'ils ressentent de la pitié, chose que j'ai pas envie qu'ils ressentent Exactement, pour c'est ça. moi. Et donc, voilà, maintenant j'évite de les côtoyer parce que je sens quand même une petite gêne qui me met mal à l'aise. Mais après, je regrette pas d'en avoir parlé ou de l'avoir dit parce que je pense que tout le monde doit savoir que ça existe. Même si on est en Tunisie, ça existe et il y a des malades partout, quoi. C'est ça, c'est ça. Je Donc pense voilà. que en faisant ça aussi, tu poses un acte à la fois en fait de charité et de compassion en fait. Je pense que ça c'est important parce qu'encore une fois, pour connecter à ton expérience, tu vois, moi je me souviens quand il y a des personnes qui m'appelaient et qui me disaient, écoute, Ariel, comment ça va? Et moi, comme ça, je réponds en fait régulièrement, en fait, ça va super bien et tout. Et, et je sentais que les personnes étaient gênées parce qu'elles se disaient, écoute, tu n'as pas le droit de te sentir bien. Après ce par quoi tu es passé ou ce par quoi tu passes, tu n'as pas le droit de te sentir bien. Je dis que oui, je me sens en fait, voilà, bien. Et là, je leur demandais, au fait, et toi, comment ça va? Comment où vont les enfants? Comment ça se passe, telle chose? Et je me rendais compte que elle n'avait rien à se mettre sous la dent. Et c'est là que c'est ce que j'appelle en fait le complexe du charognard. C'est quelqu'un ou quelque chose en nous qui à un moment commence à prendre goût à se nourrir de la souffrance de l'autre. Et quand tu ne sers pas, quand tu n'es pas justement dans l'exhibitionnisme, quand tu n'as pas de souffrance à servir sur la table, ces personnes-là trouvent qu'elles n'ont rien à manger. Mm. Et du coup, ce qui se passe, c'est que ces personnes-là se distancient. Mais en réalité, elles se distancient parce que tu te présentes autre chose que comme un cadavre. Tu te présentes comme un vivant. Et du coup, en fait, il y a des personnes comme ça qu'elle appelait en fait pour me rendre visite, pour me dire, ah, écoute, est-ce que je pouvais, est-ce que, voilà, je peux venir en fait te voir? Je lui dis, en fait, c'est pour me voir, oui. C'est pour voir mon cancer? Non, parce qu'il n'est plus là. Ok. C'est comme Donc, Tatiana, elle disait, c'est pas mon cancer, c'est le cancer. Il n'est exactement. pas, je veux pas de ce cancer, c'est le C'est cancer. ça, c'est ça. Exactement. Et donc, je pense qu'à un moment, c'est important, tu vois, un peu de s'approprier son expérience parce que le piège, c'est quand les personnes cherchent, parce que tout le monde a un peu des masques qu'on a créés en fait sur mesure pour chaque personne et on veut imposer en fait ça. Et donc, par exemple, c'est effectivement le masque de la personne qui était, tu vois, un peu, voilà, qui était violée, qui était en fait agressée, celle qui a été volée, celle qui a été emprisonnée, peu importe en fait. Et en fait, je pense qu'il y a quelque chose d'autre qui les a dérangés, parce que tu sais, la victime est toujours un peu coupable. C'est ça. Elle n'était pas au bon endroit, elle Qu'est-ce qu'ils n'était allaient faire, pas, qu'elle allait voilà, faire comment et elle tout. était habillée. Mais dans mon cas, c'est vraiment un truc où tu te dis, j'étais à 13 heures dans un parc sécurisé, pas seule, j'étais pas habillée, j'étais habillée en habit de sport, toute transpirante, j'avais rien, quoi. C'est C'est ça. pas... Tu enlèves Ils n'ont rien à absolument. dire, en C'est ça, fait. exactement ça. Je pense que ça c'est le point, effectivement, où les personnes, tu vois, un peu, n'ont absolument rien à dire. Et ça, je l'expérimente de plus en plus, tout que, tu vois, un peu récemment, je suis passé, tu vois, un peu par des événements qui ont été, en fait, assez perturbants. Et je me souviens, quand je suis sorti de là, il y a beaucoup de personnes qui m'ont fait, Ariel, qu'est-ce qui s'est passé exactement? Et et du coup, plus il regarde ce qui s'est passé, plus il n'y a rien qui fait que je devais être dans cette situation-là. Et
Et effectivement, quand les personnes se rendent compte que ils n'ont rien à dire parce que le cerveau n'arrive pas à connecter en fait, Le pourquoi. le pourquoi, ça dérange. Oui. Ça dérange énormément, en fait. Et du Ils ont coup, besoin de trouver des réponses, en fait. exactement. Et du coup, ça, c'était mon chemin de croissance de cette année en particulier. En fait, déjà des 2 dernières années, mais de cette année en particulier, c'est être à l'aise dans la posture de la personne qui dérange. Mm. Voilà. Ça, c'est là où j'ai appris, en fait, à me réhabiter un peu plus. Oui, bon, après, est-ce qu'aujourd'hui je suis complètement guérie ou le fait d'avoir fait mon coming out? Non, forcément, ça te Mhm. transforme une expérience comme C'est ça. ça. Et ça prend du temps, je pense, pour, voilà, pas redevenir celle d'avant, mais voilà, Donc, arriver je pense que c'est impossible de redevenir celle impossible, oui, d'avant. voilà, Voilà. exactement. Mais retrouver des outils, on va dire, pour progresser, pour aborder des choses, pour, Mhm. voilà, ça prend du temps. C'est ça. De toute façon, je pense que c'est un cheminement qui se fait par étapes, en fait. La guérison, c'est le processus. Oui, Je pense que exactement. c'est vraiment ça, que Ouais. la guérison, c'est le Mais on peut processus. pas s'empêcher de se poser la question, pas pourquoi ça m'arrive, mais qu'est-ce que ça m'apprend? Oui, oui. En fait, c'est là où je pense que c'est important de donner un sens et une direction à la chose, en fait. Parce que tant que tu donnes un sens et une direction, et surtout que tu ne laisses pas les autres t'imposer un sens, une direction. Parce que je pense que la grosse lutte, c'est ça, en fait. C'est le grand enjeu, pas lutte. Le grand enjeu, c'est ça. C'est de ne pas laisser les autres te voler ta quête de sens. Voilà. Exactement, oui, oui. Tant que c'est toi qui t'appropries ta quête de sens, à ce moment-là, c'est là où moi je suis d'accord avec le fameux mon cancer. Parce que c'est quelque chose qui, Mon expérience avec le voilà, cancer, on va dire. exactement, c'est ça. Non, quand je dis en fait que mon cancer, c'est quelque chose que j'ai... En fait, il y a une très belle image. C'est Guy Ritchie, celui qui est l'ex-mari de Madonna. En fait, l'un des ex-maris, j'imagine. Puis quand il parle de ça, il faut toujours en fait voir quel numéro dans la liste. Voilà. Et il parle beaucoup en fait de ownership. C'est un concept que j'ai beaucoup travaillé euh, entre 2017, entre 2017 et, euh, et l'année dernière en particulier. C'est vraiment en fait le fameux, comment on dit, ownership. Et qui signifie pour lui, c'est comment tu t'appropries en fait les choses et les expériences. Et lui, il parle en fait de l'idée de la veste. Et lui dit, écoute, je vais prendre une veste, je vais l'acheter. Mais ça ne va pas juste être une veste que j'ai C'est achetée. ma Ça va veste. être ma veste. Et pour que ce soit ma veste, je vais m'approprier en fait cette veste en mettant des choses, des signes distinctifs qui vont faire en sorte qu'elle n'a rien à voir avec la veste de n'importe qui, mais aussi la façon dont je vais me sentir en fait dans cette veste-là. Je ne vais pas laisser la société m'imposer comment je vais me sentir dans cette veste. Et pour moi, c'est de là qu'est venue aussi cette compréhension-là de désormais m'approprier chaque expérience. Je comprends tout à fait parce que, en fait, en tant qu'enseignante, je dis toujours à mes étudiants en début d'année, écoutez, le cours, vous pouvez le trouver, je vais vous l'envoyer tout de suite Exactement. par mail ou vous pouvez trouver n'importe quel livre, n'importe quelle référence. Mais ce que je vous donne ici, les exemples dont on va parler, les analyses qu'on va faire ensemble, c'est quelque chose qui est spécifique à ce cours. C'est ça. C'est mon cours. Et ça, je peux pas vous pouvez pas l'apporter chez C'est vous ou ça. je peux pas l'envoyer par mail parce que c'est quelque chose qui se vit. Et ce C'est que je ça. fais aujourd'hui, je vais pas le faire demain, ni l'année dernière, ni celle d'avant. Souvent, les exemples, je les prends de quelque chose que j'ai vécu ou que j'ai fait ou que j'ai expérimenté. Donc, je comprends tout à fait mon cours. Pourquoi je dis mon cours? Parce que c'est quelque chose que moi, j'ai construit. C'est ça. Tu C'est pas juste le t'appropries. contenu. Exactement. C'est ça. Et ça, c'est quelque chose qui me passionne beaucoup sur un peu. euh, C'est-à-dire, c'est trouver sa signature Exactement, et oui. apprendre aux gens à trouver leur signature. Parce qu'on est dans un monde où il y a tellement de trademarks et autres que trouver son originalité, je pense surtout maintenant avec l'IA, ça va devenir la chose la plus pertinente. Voilà. Exactement. Ouais. Ouais. Comment dire, l'enseignant qui se demande comment est-ce que je sais que ce texte est de toi? Ou la chanson, en fait, comment je sais que cette chanson est de toi?
et pas d'une œuvre artificielle. Ça devient quelque chose de fondamental. Exactement, Ok. oui. C'est, voilà, ce qu'il y a à l'intérieur, est-ce qu'on arrive à le transcrire ou est-ce que on va demander à l'IA de le faire pour nous? Voilà. Exactement. Ok. Alors, donc, de l'autre côté, tu à la fois accompagnes ton frère, en fait, Mhm, dans le projet Taj Rapti. mhm. Euh, c'est quoi le challenge, voilà, de travailler avec son frère? Il y a plusieurs challenges. Déjà, le fait qu'il y ait une différence d'âge, qu'il soit plus jeune que moi, c'est difficile au début de, voilà, pas recevoir les autres, mais que ça soit lui le patron, c'était quand Mhm. même assez déstabilisant. Et après, le challenge, c'est aussi peut-être remarquer que on a des traits de caractère qui sont semblables et qui peuvent, moi, me déranger chez lui et vice-versa. Mais en même temps, d'arriver à séparer et de se respecter. Je pense qu'il y a beaucoup de choses à apprendre. Mhm. Beaucoup de... Voilà, c'est un peu un miroir, quoi. Donc, ça aide à avancer et à, voilà, avoir peut-être un peu d'abnégation par rapport à ses aspirations, par rapport à ses idées, d'apprendre. euh, Parce qu'on a des parcours quand même qui sont assez C'est différents. Moi, ça. j'ai fait une école de commerce et lui plus ingénieur. Et on a des visions très, très différentes. Donc voilà, on se complète en fait. Mhm. Et il nous a fallu du temps pour comprendre que en fait, nos visions n'étaient pas euh, opposées, mais qu'elles se complétaient. Et voilà, de lire entre les lignes pour avoir euh, un puzzle qui est complet et qui est beau à regarder. D'accord. Alors, toi, est-ce que tu définis plus comme une sœur protectrice ou bien comme une sœur laissée faire dans, tu vois, la relation en fait à lui? Les deux, D'accord. parce que Dans quelle posture, je le tel fidèle? protège, mais en même temps, je l'écoute. Je l'écoute beaucoup D'accord. et je respecte ses idées parce que je pense que lui, il a eu le temps d'imaginer, de créer, de rêver, chose que moi, j'ai pas beaucoup eu le temps quand j'étais jeune. Quand on était jeune, vu qu'il y avait cette différence d'âge, j'ai toujours été la grande sœur qui devait un peu accompagner son frère et être un peu, tu sais, le socle. Le socle, voilà, euh, ne pas avoir peut-être des interrogations parce que c'est la grande sœur. Mhm. Et donc, lui, il a eu le temps peut-être de rêver, chose que moi, j'ai Oui, ce qu'on est le pas. premier en fait, ouais, c'est... Voilà, exactement. J'ai mûri un peu trop vite, peut-être. Et donc, j'aime bien le regarder créer, mais je le protège par peut-être une vision plus pragmatique. Mhm. Et voilà, donc il y a les deux un peu. D'accord. Et du coup, en fait, on va dire dans la dynamique de ces relations, est-ce que il y a toujours ce réflexe protecteur ou c'est plus en fait le laisser faire? Laisser faire. D'accord, laisser faire, ok. Laisser faire. Je vais te dire pourquoi. Euh, Parce que moi, je fais cette réflexion-là, par exemple, par rapport en fait à moi dans le cadre, tu vois, avec mes sœurs. Nous sommes six en fait. Donc, dans le cadre avec mes sœurs, je suis l'aîné, je suis dans la posture de l'aîné. Et une chose que j'ai compris en fait très tôt, c'était que pour pouvoir laisser mes sœurs s'épanouir, il fallait pas que je sois toujours très proche, voilà, d'elles en fait. Euh, alors quand on était beaucoup plus jeune, voilà, ma mère était toujours, écoute, bon voilà, regarde toujours, elle était toujours dans la posture en fait du protecteur, voilà, soit toujours à côté d'elle, soit toujours. Donc ce qui fait que moi j'ai eu beaucoup d'abnégation par rapport à ce que je voulais à un moment donné, surtout quand on était encore voilà sur les bancs, parce qu'il y avait effectivement en fait cette posture là. Et très vite, surtout quand on est allé en fait à la fac, je me suis très vite éloigné d'elles pour leur permettre d'avoir leur existence, surtout dans leur vie affective. Parce qu'en plus, avec à la fois en fait les talents et les compétences en fait que j'ai, c'est très simple pour moi en fait de lire une personnalité. Mm, Donc pour ne pas avoir à casser souvent certaines de leurs relations, je m'arrangeais toujours à ne jamais rencontrer en fait leurs copains mm. que jamais, voilà, Ouais, jamais, je voilà, vois. pour leur permettre de, Mm. voilà, vivre leur expérience, pour ne pas avoir, en fait, à... Oui, moi, par exemple, par rapport à mon frère, comme moi, je suis très pragmatique, très, voilà, il faut que ça soit comme ça, il faut que ça soit simple et efficace, pas de perte de temps, etc.
Quand il commence à créer et à développer, je préfère ne pas intervenir parce que j'ai jamais appris à le faire en fait. Mhm. J'étais toujours là pour cadrer un peu et on m'a toujours beaucoup cadré. Donc voilà, j'essaie de ne pas intervenir et de laisser faire sa partie et moi de faire la mienne. Mais comme je t'ai dit, je pense qu'on se complète. D'accord, ok, super. Et on va dire que toi, quelle est ta vision en fait de Taj Rapti aujourd'hui? Et en quoi est-ce que, on va dire, tu as donné une impulsion un peu, tu as apporté une impulsion un peu plus différente? Je, je ne sais pas si j'ai donné une impulsion différente. Mhm, Ce que je ressens, c'est que j'ai un côté rassurant par rapport le fait que d'être un peu de pouvoir toujours partager avec une personne qui a la même valeur, les mêmes valeurs, qui a le même système de référence, on va dire, c'est rassurant d'avoir en tout cas pour mon frère d'avoir mhm. une personne qui peut-être a un peu d'expérience et Le recul nécessaire. qui a qui était à l'extérieur, qui a fait un pas de côté et qui regarde l'entreprise dans son ensemble, c'est rassurant un peu pour lui. Je pense que j'apporte un peu, voilà, le côté sécurité, le côté, euh, je sais pas, plus d'ancrage peut-être, Mhm. une vision plus globale. Mais voilà, c'est vraiment une petite touche par rapport à ce que lui, il apporte et le temps qu'il investit, l'énergie. Oui, normalement, je qu'il a investi énormément de Exactement, temps, voilà. c'est son bébé à lui. Moi, je suis là juste pour voilà pour le peut-être voilà avoir cette ce conseil ou cette manière de voir les choses, pas de manière critique, mais de manière plus globale. Parce que aussi en tant que femme, on rentre pas trop dans les détails. On essaie de voilà regarder la chose dans sa globalité. D'accord. Et c'est quoi le défi de Taj Rapti aujourd'hui? Le défi de Tajrabti, c'est voilà, attirer des personnes peut-être qui n'osent pas aller dans cette direction, même si elles sont convaincues. Parce que c'est un produit qui n'est pas tangible, c'est un service qui n'est pas tangible. Mhm. Et c'est difficile à expliquer ce qu'on fait, même si on le dit et répète sur nos réseaux, dans les interventions de Akram, mais ça reste quelque chose de pas très palpable et quelque chose qui demande du temps. Il faut l'essayer pour l'adopter, on va dire. Mhm. Et j'essaie de le faire à travers des articles que j'écris ou même des titres de publication, etc., pour justement expliquer, vulgariser ce qu'on fait à Monsieur Tout le Monde. D'accord. Et on sait qu'en fait que le marché tunisien est quand même un peu en crise en ce moment. Bon, après, tu peux me dire, écoute, rien, en fait, c'est quand même le marché mondial aussi, tu vois, c'est pas quelque chose qui est typique par rapport à la Tunisie. Et donc, comment Taj Rapti parvient à naviguer, en fait, à l'intérieur de cette crise? Aujourd'hui, le concept de marque employeur est quelque chose qui est très important pour toutes les entreprises. Et donc, comme avant, elles essayaient d'investir dans la communication pour attirer plus de clientèle et pour voilà, avoir des avantages compétitifs, aujourd'hui, le défi des entreprises, c'est vraiment d'attirer les talents D'accord. et de les fidéliser aussi. Donc, toutes les entreprises travaillent sur la marque employeur et la marque employeur, entre autres, c'est l'humain, c'est la qualité de vie au travail, c'est la gestion du stress, la gestion des émotions. Et je pense qu'aujourd'hui, c'est le cœur de métier de Taj Lapti. Taj Lapti, aujourd'hui, elle est là où il y a vraiment un besoin de la part des entreprises. Les entreprises aujourd'hui investissent dans le capital humain parce elles se sont rendues compte que c'est leur force. Aujourd'hui, avoir les ressources humaines, les collaborateurs épanouis, c'est ce qui va permettre à l'entreprise d'exceller et de vendre plus et de progresser, d'innover, etc. Donc, je pense que c'est pas vraiment d'actualité pour Taj Lapti, quoi. Parce qu'aujourd'hui, c'est l'humain qui intéresse le plus les entreprises. D'accord. Et au final, quel est on va dire, l'impact que la mouvance IA va avoir, d'après toi, en fait, sur la progression de Taj Rapti? Euh, J'ai vu que déjà, vous avez commencé à intégrer ça dans, voilà, dans certaines de vos présentations. Déjà, le projet, à la base, il est innovant.
par rapport au marché. Mhm. Et le fait d'intégrer l'IA, ça permet de créer des expériences immersives qui vraiment rentrent dans le améliore la communication avec les gens et les transporte dans un monde imaginaire qui va peut-être les faire rêver et voilà, ils seront plus ouverts et plus aptes à connecter avec les gens autour d'eux et avec leur propre personne. D'accord. Donc c'est un outil de plus pour innover. Ok, super. Alors, donc, la fameuse question, en fait, un peu finale, c'est, on va dire, tu fais ton dîner du siècle et il te faut 5 personnes. Mon dîner du siècle, il me faut 5 personnes. Ah oui, quelles sont les 5 personnes que tu aimerais avoir à ta table? Ça peut être des personnages de fiction, historiques ou même des personnages contemporains. Des vraies personnes ou Oui, 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 tu peux prendre partout. Des vraies personnes, des acteurs, 5 personnes. Tu peux les piocher n'importe où. euh, le dîner du siècle, c'est-à-dire, Ok. c'est le Euh, dernier dîner ou c'est le plus important de ma vie? On va dire que c'est le plus important en fait, voilà, ta vie. On va dire que c'est le dîner où tu peux tout te permettre. On va dire ça. Sans aucune limitation par rapport aux gens que tu vas inviter. Et dans lequel tu pourrais avoir en fait les réponses que tu cherches depuis longtemps ou les conversations que tu voudrais avoir en fait. Ok. Voilà, si tout c'est à Alors, la fin. ok. Alors, je vais inviter Mathieu Ricard Mhm. parce que pour moi, c'est une personne qui m'a beaucoup inspirée dans mes lectures. Donc, je ne sais pas si tu le Oui, connais. bien sûr, la Ouais. méditation, voilà. Et Moins les voilà. philosophes. Je vais avoir avec moi ma fille parce que voilà, il faut, je préfère qu'elle soit toujours avec moi. Je vais avoir avec moi mon partenaire de vie parce que c'est à travers lui que je me suis ouverte beaucoup, justement à cette partie spirituelle et D'accord. méditation et psychologie. Je vais avoir Madonna. D'accord. Parce que C'est surprise. parce que c'est mon idole et que je rêve depuis longtemps d'aller à un concert. J'ai jamais eu la chance d'y D'accord. aller. C'est quoi sa chanson, ta chanson préférée d'elle? Oh, il y en a beaucoup, Donne franchement. deux qui sont dans ton top 10. Euh, j'ai pas en tête, franchement. D'accord. Là, j'ai un trou de mémoire. Je suis concentrée, mon cerveau est concentré. D'accord. Et on va dire Akram. D'accord. Ok. Voilà, on est D'accord. à 5 là. Ok, c'est bien. Tu es la toute première personne à qui je pose la question qui a quoi? 4 membres de ta famille, en fait. Voilà, dedans. 3, 3 membres de ta famille. Non, tu as. 2, Non, non, non. 2, 2. Non, tu as Akram, Akram, tu as mon ton partenaire et compagnon et ma tu as ta fille. fille. Voilà, 3. 3, voilà, et 2 personnalités. Ouais, et 2 personnalités. Ok, c'est bien, c'est Tu me intéressant. poses la question demain, peut-être que je répondrai autrement. Non, clairement, c'est spontané. Il n'y a pas de souci par rapport à ça. Alors, où est-ce qu'on peut te trouver? J'ai toujours mon compte Instagram, Mhm. donc Raneuse Tunisienne, et la page Facebook. Le blog, il existe, mais bon, j'écris plus dessus. Et voilà, D'accord. Ça fait depuis combien de temps que tu n'écris plus? depuis 2000... Depuis le Covid, je pense. Ah, d'accord. Ok. Voilà. Bon, en tout cas, je te souhaite de reprendre et voilà, d'avoir pas mal de belles expériences à nous partager. Merci beaucoup, merci Ok. pour Ok. l'invitation, c'était un Merci plaisir. encore. C'est un plaisir.